Bonjour à tous, je suis Cécile Jonquet. J'ai proposé à Xavier de faire un focus sur le risque chimique au labo et plus particulièrement sur le stockage, puisque le risque chimique c'est beaucoup plus large que ça. Vous l'avez compris entre l'intervention du professeur Picot et l'intervention du docteur Raymond. Mais mon expérience me permet d'affirmer aujourd'hui que dans un laboratoire, si le risque chimique, on va dire, a les mêmes caractéristiques qu'ailleurs, il a une autre expression. Donc, je suis ingénieure sécurité depuis une dizaine d'années. Je travaille dans l'agronomie, c'est-à-dire l'interface entre l'industrie, l'agriculture et la recherche. Ce que mon accent ne vous dit pas, c'est que je suis à Montpellier. Et dans le centre de recherche où je travaille donc, depuis maintenant 10 ans, on a entre autres 800 chercheurs ou techniciens qui travaillent dans les labos au quotidien. On a à peu près une vingtaine de disciplines scientifiques différentes. 13 directions régionales. Alors pourquoi je précise cela? Parce que cela me permet vraiment d'affirmer que le risque chimique au labo est très particulier. Par contre, quelle que soit la partie du monde, on a les mêmes questionnements. Et puis, parce qu'un centre de recherche est fait pour partager la recherche qu'il produit, on accueille environ 800 chercheurs par an, plus 400 doctorants. Donc c'est très intéressant aussi de voir combien la notion de formation et d'accueil auprès de ces travailleurs est essentielle pour maintenir un dynamisme dans la prévention du risque chimique. Quoi d'autre? La flèche. Donc, je vais pouvoir gagner du temps là-dessus. Vous avez compris, comment dire, il y a beaucoup d'éléments dans lesquels je reconnais mon discours par rapport à celui du docteur Raymond, parce que notamment, on est bien sur les évaluations des risques et la multiplicité des produits. Par contre, dans un labo, contrairement à l'industrie ou à l'agriculture, on a par définition des process qui sont innovants. On est là pour chercher, idéalement pour trouver. Donc, on ne va pas forcément s'appuyer sur des notices de poste ou des protocoles. On va aussi avoir une utilisation du produit où on attend de lui qu'il exprime ses caractéristiques physico-chimiques. Alors qu'en industrie ou en agriculture, on va plutôt avoir l'utilisation du produit tel qu'il est. Et puis, cela entraîne des contenants variés, parce que chacun a besoin de sa dose, sans avoir des Paracels dans les labos, et puis chacun a son fournisseur. Chacun a besoin un coup en poudre, un coup en liquide, un coup en solution aqueuse, et puis moi je le veux diluer, moi je le veux concentrer. Et puis après on le bidouille encore un peu le produit quand il arrive, parce qu'on veut qu'il exprime ses propriétés physico-chimiques. Donc ça entraîne des références par milliers. Mais vraiment par milliers. Je crois que tout à l'heure, vous avez parlé de 900 FDS dans une usine. Moi, en moyenne, petite moyenne, j'ai 5000 produits par labo. Mais quand je dis par labo, ça veut dire un couloir où vous avez la même équipe qui travaille sur la même thématique. Ce qui fait que dans un institut complet, et je ne fais pas que celui où je suis salarié, je fais ceux aussi qui m'invitent ou dans lesquels j'interviens en tant qu'entrepreneur, on a des labos qui montent à 15-20 000 références. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, on a déjà des références qui vont varier selon les fournisseurs. Et puis ce que j'appelle le goût de la collection par nos chercheurs. Parce que vous comprenez bien que votre carbonate de perlimpinpin, même si vous ne l'avez pas utilisé depuis 5 ans, vous le gardez. Parce que ça coûte cher. Et puis qu'un jour, dans une autre vie, j'en aurai besoin. Et à partir de là, on accumule. En plus, un centre de recherche, on est là pour apprendre, je vous l'ai dit, pour enseigner. Donc on reçoit des gens, 4-5 ans, qui arrivent avec leurs projets, qui arrivent avec leurs produits, mais qui ne reprennent pas leurs produits en partant. Et pendant ce temps, on garde. Et les produits, les premiers entrés ne sont pas les premiers sortis. Les premiers entrés sont ceux qui sont stockés le plus au fond. Ça donne un contexte de travail qui est quand même particulièrement polluant. Et surtout, cela fait que lorsque vous allez dire aux travailleurs qu'il faut ranger les produits chimiques, ils ont peur. Ce qui est logique. Donc il faut juste ramener les choses à leur plus simple état. Alors d'abord, je précise que je n'ai aucune formation de chimiste. Et la science me remercie de ne pas manipuler, d'ailleurs, je pense tous les jours. Donc moi, lorsque j'ai commencé dans ce travail, où j'étais à la base donc un ingénieur sécurité, je me suis posé la question de ce qu'on range. Or, la loi elle nous dit de ranger ces produits parce qu'ils sont dangereux, soit au niveau physico-chimique, soit au niveau toxicologique. Et ça, quand même, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans le sens où ça veut dire qu'on va s'intéresser uniquement aux produits qui ont ces fameux pictogrammes. Or, la bonne nouvelle, quand vous prenez l'ensemble d'un laboratoire, même sur les 20 000 références que je vous ai citées, vous n'en avez pas 20 000 de dangereux. Donc déjà, ça permet de se détendre quand vous allez expliquer aux gens qui vont devoir ranger les produits chimiques. C'est important. Ensuite, on a plein de tableaux sur Internet qui permettent d'expliquer comment on range les produits. Alors la première, je suis allée les chercher. Et ça nous permet de savoir qu'on va trier en fonction des propriétés physico-chimiques. Ça, c'est pour préserver les biens, comme on dit.
en fonction des propriétés toxicologiques pour préserver la santé. Et puis depuis REACH, parce que je suis aussi une adepte de REACH, on va également préserver l'environnement. Alors vous avez des jolis tableaux. Et je ne vous cache pas qu'au début de ma carrière, quand je devais me promener avec ces tableaux-là dans la poche, c'était pas évident pour aller ouvrir les armoires et observer pendant longtemps et respirer à plein poumon ce qui sortait des armoires. Donc ce tableau, il est totalement juste, il a le mérite d'exister, mais c'est vrai qu'au quotidien, pour l'utiliser, ce n'est pas le plus pratique. Il y a également la question de se dire, ok, je range mes produits, mais je les range où? Alors, je précise que là, je ne vous parle que du stockage dans les labos, je ne parle pas des soutes. C'est encore une autre organisation, mais de toute façon, on pourrait faire tous 10 jours sur le risque chimique, tellement il y en a à dire. Donc, au niveau du rangement dans un laboratoire, ce qu'on appelle le stockage tampon, on a plusieurs types d'armoires. Et là aussi, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de normes. C'est-à-dire que le fournisseur, s'il a envie une année de vous la sortir rose, l'armoire, il vous la sortira rose, il a le droit. Donc, à partir de là, la question que je me suis posée, c'est de me dire, ok, on doit faire ranger les produits, faire ranger, pas ranger, mais où? Ben dans les types d'armoires qui existent. Et en fait, il n'existe que 3 types d'armoires. Je me rends compte que j'utilise mal le micro, excusez-moi. Donc le premier type d'armoire qui existe, c'est l'armoire anti-feu. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. Vous savez comment on reconnaît une armoire anti-feu de ses petits camarades? Non? À son poids, au fait qu'elle soit très épaisse et qu'elle soit en métal. Et elle est très épaisse, comme on dit à Montpellier, elle est comasse. Vous voyez, elle est épaisse comme ça, la porte. Elles sont très lourdes parce que c'est ce qui va permettre à l'armoire de résister au feu, de 15 à 30 minutes et voire plus. Donc ce sont les armoires où on va mettre dedans les produits anti-feu, les produits inflammables et les produits comburants. Ce sont les 2 types de produits qu'on va rentrer dans ce type d'armoire. Ensuite, vous avez des armoires dites corrosives, où forcément ce sont les produits corrosifs. Et rappelez-vous, corrosifs pour les métaux ou pour la peau. Donc là, on n'est plus dans des armoires en métal, on est dans des armoires en plastique. Avec à l'intérieur, quand vous ouvrez, ces armoires ont toutes les parties métalliques protégées, recouvertes, pour ne pas être corrodées. Et puis le 3e type d'armoire, et là on est dans la logique de protéger les salariés du danger, et notamment dans les labos comme ailleurs, tous ceux qui travaillent dans un labo n'ont pas la formation au risque chimique, parce que vous avez ce qu'on appelle des personnels d'appui, de support. La 3e catégorie d'armoires, c'est celle où on a des armoires tout simplement verrouillées. Elles n'ont rien d'exceptionnel, sinon qu'elles permettent de garder les produits sous clé. Ce qui est aussi un avantage en termes de sûreté dans la période que l'on traverse. Et enfin, depuis REACH, comme on a les produits... Donc pour les armoires verrouillées, donc ce sont pour les produits toxiques, nocifs, irritants et CMR. Et puis la dernière catégorie, ce sont tout simplement les bacs de rétention pour les produits dangereux pour l'environnement. Donc vous voyez, moi j'ai trouvé personnellement que ça simplifiait considérablement la démarche. Même si on a 9 pictogrammes de danger, même si on a 20 000 références, à l'arrivée, il suffit de savoir dans quelle armoire on pose son produit. Mais vous allez me dire, ok, c'est bien joli, mais dans la vraie vie, les produits, ils sont souvent comme ça. Et oui, ils ont plusieurs pictogrammes, sinon c'est pas rigolo. Et c'est aussi pour ça qu'on les utilise, je vous le rappelle. Donc à partir de là, il existe une préséance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion, de la préséance de stockage des produits. Et ça, c'est pareil, c'est comme le tableau. Vous avez une jolie liste qui vous dit d'abord, première préséance à respecter, comburant inflammable. Pourquoi? Parce que de nouveau, risque physico-chimique, risque pour les biens. Tout ce qui peut faire exploser ou brûler un environnement ou une structure. Et puis ensuite, on passe sur les risques pour la santé, donc corrosifs, toxiques, nocifs, irritants. Et après, on pourrait ajouter dans ce lot-là CMR et environnement. Alors là, on se dit, ouais, super, je suis content. On peut retenir que comburant et inflammable dans les mentions de danger, ça commence par H200, que corrosif, c'est à partir de H290, et qu'ensuite, on est sur du H300. Donc, à la limite, si vous connaissez vos mentions de danger un peu par cœur, ou au minimum comment elles sont construites, par l'ordre, pas chronologique, l'ordre croissant, pardon, vous allez arriver à ranger vos produits en fonction de ces mentions-là. Alors bon, dans le sud, on est un peu feignant, hein, l'apéro nous attend, vous le savez. Donc à partir de là, ça, plus mon manque de connaissances en produits chimiques, il fallait que je trouve une solution. Donc déjà, se rappeler que H200, ça se range en priorité sur les H300, et qu'à partir du moment où j'ai plusieurs pictogrammes, je m'intéresse d'abord, par exemple, aux pictogrammes d'inflammabilité ou de comburant pour les mettre dans une armoire anti-feu. Au-delà de ça, il y a pour moi beaucoup plus simple, ça a été de créer un mémo technique que je vais vous partager, qui est Combenf Cortoni. Alors, ce n'est pas un mafieux, ce n'est pas non plus un lieu de villégiature, c'est tout simplement que répétez ça 10 fois et vous allez voir que vous connaissez votre préséance par cœur. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un montage des premiers mots ou des premières syllabes de chaque mot. Combenf, comburant, inflammable, corrosif, toxique, nocif, irritant. Et à partir de là,
Mon premier mot, c'est mes risques pour les biens, c'est l'armoire anti-feu. Mes derniers mots, c'est l'armoire corrosive ou l'armoire poison. Enfin, pardon, l'armoire verrouillable, qu'on appelle souvent l'armoire poison. C'est pas trop catastrophique avec le micro? Non, ça va? Vous m'entendez? Ok. Donc voilà, je vous partage ce petit truc parce que je vous assure, si vous répétez 10 fois quand même Cortoni, à partir de là, la préséance, vous l'avez intégrée. Ça veut dire qu'à partir de là, ce genre de produit, j'ai tous les pictogrammes, ou presque, en tout cas j'ai les principaux, je sais que ça va aller dans l'armoire des inflammables. Et comme en plus ce produit il est corrosif, et qu'on a dit que la corrosivité attaquait les métaux, pour protéger mon armoire anti-feu, je vais tout simplement penser à reconditionner mon produit avant de le ranger. C'est tout. Alors pour ce que je viens de vous expliquer, on l'a mis dans une petite vidéo. Et c'est une vidéo que j'utilise et que je partage avec mes confrères, qu'on met sur les visites d'accueil. Parce que dans la recherche aussi, une des particularités qui peut être assez épique, c'est qu'on reçoit, surtout en agronomie tropicale, on reçoit des gens du monde entier. Donc on a fait une petite vidéo pour réexpliquer ce que je viens de vous démontrer, où vous avez tout simplement des vidéos sans son, juste sous-titrées en espagnol, en anglais et en français, et qui permet en fait d'expliquer cette histoire de tri en fonction des armoires et de préséance. Voilà, donc c'est sur YouTube, il y a deux vidéos, hein, c'est juste pour être partagé où que l'on soit, enfin, notamment moi dans mes missions, puisque j'ai 13 directions, où je me force à aller étudier les risques dans les Antilles et dans l'océan Indien. Je sais me sacrifier pour mon métier. Et en Afrique aussi, j'aime beaucoup l'Afrique. D'ailleurs, comme disait le docteur Raymond, c'est vrai que moi j'ai trouvé du Marshall en 2012 au Bénin, c'est interdit depuis 2003 en Europe. Voilà, on a tous les mêmes exemples. Pour le stockage rapidement, donc je vous ai dit le stockage tampon, par définition, on n'y garde que les produits ouverts dans un laboratoire. Mais quand vous ouvrez ce stockage, notamment grâce à nos amis les collectionneurs des labos, on a des vieux produits. Et le problème des étiquetages, c'est que lorsqu'ils sont obsolètes, ils ne renseignent plus. Et votre exemple, professeur Picot, était très bien parce que je trouve encore des acides boriques qui n'ont aucun pictogramme de danger. Or, sur les nouvelles étiquettes, ils sont au minimum CMR. Donc, ce qu'appellent mes amis africains, le monsieur avec la fermeture éclair. D'accord? Le SGH 08. Donc, c'est là que c'est important, quand on est dans un stockage de laboratoire, qui se retrouve aujourd'hui majoritairement statique, c'est d'aller faire un inventaire. Ainsi, on va aller chercher nos étiquettes obsolètes, on va les remplacer éventuellement, on va aussi aller chercher les produits obsolètes, et on va expliquer que la collection ne fait jamais du bien à la santé. Puis l'avantage, c'est que comme on élimine ces produits, on en a moins à ranger après, donc ça allège le boulot. Il faut savoir qu'un produit chimique, par définition, ben, ça bouge, c'est pour ça qu'on l'utilise, donc il va certes, à lui seul, il peut dégrader un emballage, mais il peut aussi dégrader l'emballage, l'atmosphère du travail à l'intérieur de l'armoire. C'est pour ça que lorsque vous ouvrez, soit vous êtes en apnée, soit vous respirez, parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de respirer. Parce que bien sûr, tous les emballages sont émissifs, à partir du moment où c'est ouvert, même si vous refermez, on considère que l'emballage, du moment qu'il est décellé, est émissif, et là, de nouveau, les armoires le prouvent, leurs odeurs. Donc, un mauvais produit dans une mauvaise armoire, ben, c'est une armoire qui se dégrade beaucoup plus vite, et des filtres qui deviennent inutiles. Parce que lorsque vous mettez des caissons avec filtration au-dessus de vos armoires, vous avez vu, il y a 3 types d'armoires, mais il n'y a que 4 types de filtres. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui sont dans la fabrication des armoires et qui pourront peut-être compléter ce que je dis. Moi, je précise que je n'ai aucune action, je ne suis envoyée par personne. Mais réellement, c'est ça. On a 3 types d'armoires, 4 types de filtres. Si vous achetez une armoire la plus chère ou parce que votre commercial est très bon, vous allez mettre une belle armoire, un beau filtre, un beau caisson qui coûte aussi très cher, mais c'est normal, il fait le job. Et vous mettez les mauvais produits et vous détériorez un investissement de 3 à 8 000 euros en un temps record. Et ça rend chanchon les ingénieurs. Enfin, en tout cas, moi. Mais quelques-uns de mes collègues. Est-ce que je l'ai dans le bon sens? Non, pardon. Excusez-moi, je vous la refais. Alors, en bonne pratique, parce qu'elle existe forcément, donc dans ce stockage tampon, on ne garde que les produits ouverts. Ça veut dire aussi, en recherche, vous avez souvent des projets de 4 ans. On part sur des quadriennales, comme on dit. Le projet d'il y a 4 ans et qu'on reprendra peut-être dans 10 ans, ben, ce produit-là, même s'il a été ouvert, il repart à la soute. C'est ça qu'on appelle un stockage tampon, on garde les produits actuels, les produits des projets actuels. On fait un inventaire, et vous avez bien compris pourquoi. Déjà, pour être sûr que mon étiquetage, il est à jour. Ensuite aussi, parce que si mes produits sont trop vieux, et par exemple, je pense aux produits anhydres, moi j'adore les produits anhydres qui ont 10 ans et qui ont été ouverts. Clairement, ça ne fera pas de la qualité de résultat. Or,
Quand on est scientifique, on veut de la qualité dans ses résultats, forcément, puisque c'est là-dessus qu'on va publier ou poser son brevet, déposer son brevet. Donc on fait un inventaire, on trie tous les produits qu'on n'utilise plus, et je pense que le monsieur qui va intervenir après moi confirmera que plus on attendra pour éliminer les déchets, plus ça coûtera cher, et c'est bien normal. Donc on stocke, on met son inventaire à jour, comme ça on élimine les vieux produits, ça en fait moins à ranger. Si on a moins de produits à ranger, on a besoin d'armoires moins grandes, parce qu'on reste dans un labo, et qu'il n'y a pas que les armoires de produits chimiques à ranger dans un labo. On a des contenants et des étiquettes propres, tout simplement pour limiter les émissions. Et la photo que je vous montrais avant, c'est une étiquette qui est totalement imbibée, et donc qui veut dire qu'elle est émissive. Quand je parle de contenants, c'est notamment pour les poudres où vous retrouvez de la poudre sur le goulot de la bouteille, donc l'étanchéité ne se fait même plus. Donc ce que je vous disais à propos des produits corrosifs dans les armoires d'inflammables, éventuellement on fait du surconditionnement. Bien sûr, on supprime tout emballage dégradé. Je ne sais pas si, j'ai compris, j'ai des confrères dans la salle, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'attraper une bouteille et qu'elle vous reste dans la main, ou un bidon de déchets. C'est assez désagréable. Et là, on dit, ah, le flacon, il a bougé. Et puis, bon, le truc de base, les poudres au-dessus des liquides, et puis les étiquettes vers soi. 80% des contaminations dans les laboratoires se font en dehors des protocoles. Pourquoi? Parce que je prépare ma manip et j'ouvre mon armoire et je fais respirer tous mes petits camarades. Et puis je cherche mon produit. Et je n'ai pas forcément mis mes gants, puisque normalement, je n'ai pas commencé à maniper. Et là, on se contamine. Donc ça, je pense que c'est le b.a.-ba dans les bonnes pratiques de stockage. Pas ailleurs. Ben non, parce qu'une Sorbonne ou une Haute, ce n'est pas un lieu de stockage, c'est un lieu de travail. Donc ceux qui vous disent oui, mais j'ai laissé ma Sorbonne allumée, ben oui, tu vas tuer les petits oiseaux, mais tu ne fais pas des économies et tu ne te rends pas forcément service au niveau de ta santé. Interdit dans les zones de circulation, ben oui, on manque de place dans les labos, seulement les zones de circulation sont également des zones de dégagement. Donc si vous mettez des produits ne serait-ce que corrosifs, lorsqu'ils vont brûler, ça va devenir hyper toxique en plus des cyanures de l'incendie. Donc interdit dans les zones de circulation également, parce que les zones de circulation sont comme des bureaux, c'est-à-dire que ce sont considérés comme des locaux à pollution non spécifique. Ça veut dire que le renouvellement de l'air n'est pas aussi bien dimensionné et aussi important que dans un laboratoire. Interdit dans les bureaux. Alors oui, moi j'en connais beaucoup, des chercheurs qui ne veulent pas se faire piquer leur carbonate de perlimpinpin par Cunégonde, donc on le garde dans le bureau. On ne sait jamais, on va se le faire voler. On est encore, il faut croire, à l'époque d'il y a 30 ans en arrière où le produit mettait 6 mois à arriver à la nage, alors que ce n'est plus vrai, ou que ce soit en Europe et en Afrique, les produits, on les a en 3 jours. Donc on arrête de cacher les produits dans ces bureaux. Fouillez un peu, c'est intéressant. Voilà, allez-y. Et puis bien sûr, interdit devant les moyens de secours. Alors ça, j'avais envie de le préciser parce que chercher les extincteurs, chercher comment ça s'appelle? Alors déjà, les extincteurs, en général, on met des plantes vertes devant, c'est plus joli. Ou on met les cartons parce qu'ils sont arrivés, on n'a pas eu le temps de les ranger. Et puis les douches de secours. Chercher la dernière livraison de carton, on va la mettre là où on a eu de la place, là où il n'y a pas de place. Enfin, là où c'était pas encombré. Et où c'est pas encombré? Sous la douche. Voilà, c'est interdit. Ça, c'est dans le Code du travail. En fait, je pourrais vous dire que quasiment tout ce que je vous ai dit, c'est issu du Code du travail. Bon, quand même, Cortoni, vous avez compris, c'est issu de mes neurones. Mais ça marche bien, c'est pour ça que je le partage. Pour finir, j'espère que j'ai respecté les délais, mais je peux en refaire plus si tu veux, parfait. Pour moi, un stockage pérennisé, donc vous avez compris, c'est un stockage qui n'est plus statique, c'est un stockage qui doit être absolument revu, qui doit être absolument actualisé. Et quand on prend de bonnes résolutions, il faut vraiment les transformer en habitude. Alors pour cela, c'est vraiment, une fois qu'on sait où ranger ses produits, si on ne veut pas se rappeler de Conbenf, Cortoni, on a le droit de faire autrement. On peut utiliser les tableaux, on peut utiliser tous les outils qui existent. Ce qui vaut le coup, c'est d'identifier la localisation des produits. Il y a plein de méthodes pour ça. Il y a plein d'outils. Mais c'est vrai que lorsqu'on est dans un environnement de travail où, par définition, il y a beaucoup de mobilité du personnel, si on a un système qui permet à chacun de savoir où il range le produit directement, simplement, conformément, on gagne du temps et on évite de nouveau de créer des situations dégradées. L'idée, c'est aussi d'actualiser les savoirs. Le docteur Raymond l'a dit, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des produits, au niveau des législations, au niveau de la connaissance du danger des produits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je constate, et c'est très logique, les gens qui encadrent les personnels dans les labos, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient chercheurs, ingénieurs, sont des gens qui ont eu une formation au risque chimique lorsqu'ils l'ont eu, avec des données qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Donc ils sont de bonne foi. Quand ils vous disent « mais mon borate, il est super bien pour soigner la brûlure ».
Bah oui, seulement là, on n'est pas là pour soigner des brûlures. Ou le BET pour les intercalants, pour ceux qui font de la biomol. C'est du bonheur, le BET, on nous en parle dans toutes les sauces. Et avant, ça conservait le jambon quand j'étais en colonie. Voilà, seulement on n'est plus en colonie, et puis le jambon se conserve autrement. Donc ça, c'est très important pour moi, quand on veut avoir un stockage propre, une fois qu'il est propre, ou en tout cas lui rendre une certaine... comment dire le mot, je le cherche, pardon. Le rendre salubre, son stockage, voilà. Lui rendre une certaine salubrité, c'est vraiment d'actualiser les savoirs de chacun. Et je vous rejoins, docteur, sur le fait de partager l'info. Parce que dans un laboratoire, certainement ailleurs, mais là je vous parle forcément du laboratoire où je me suis plus intéressée parce que je trouvais que c'est là où il y avait le moins d'outils. Dans un laboratoire, on a du personnel qui rentre, qui sort, on est toujours en coactivité, chacun a sa formule, chacun a sa manip dans son coin. Donc clairement, on ne peut pas dans un labo, pour moi, dire à quelqu'un, tu sais quoi, tu te tapes le ménage des petits copains et puis les autres, ils continuent comme d'habitude. Il faut vraiment que ce soit une démarche collective, concertée, partagée. Et pour que toute une équipe reprenne conscience de son environnement de travail, il faut qu'elle soit formée et régulièrement. Pour moi, le risque chimique, c'est comme le CACES, quoi, c'est tous les 5 ans. Et ça fait 10 ans que je fais des formations en risque chimique. Ça fait 10 ans que minimum, elles changent 2 fois par an. Parce qu'il y a la dernière info toxico, parce qu'il y a la dernière connaissance sur le type d'armoire ou le type de filtre. Alors ça a moins évolué, mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on va évoluer dans l'information qu'on produit. Voilà, j'ai essayé d'aller vite, de respecter le deal. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. J'espère aussi vous avoir convaincu que dans le risque chimique, le stockage est important, mais que finalement, on peut vraiment, pour moi, stocker simplement et conformément. Et donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Principalement, mais par contre dans les labos il y a aussi la question des déchets, en sachant qu'il y a beaucoup de produits utilisés donc, et qu'il faut faire attention au mélange. Comment vous arrivez à gérer ça, et si vous aviez 2-3 petits trucs, c'est toujours prenant. Merci. C'est intéressant parce que c'est l'objet de notre prochaine vidéo. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, en plus, c'est très intéressant parce que dans les labos, on a une notion que j'ai rapidement passée sur la diapo au début, c'est la dilution. Et en gros, par exemple, on prend les CMR en dessous de 0,1%, et ça, ce sont les chiffres de l'INERI, là, c'est pas mon cerveau pour une fois, ni mon caprice. On considère que ce ne sont plus des solvants, des CMR, mais qu'on va pouvoir les classer en solvants chlorés ou solvants non chlorés. Et en gros, il y a 3. Alors, on a toujours le même tri. Hein. Dans les labos, c'est chimique, solide ou liquide. La priorité sur le risque biologique, ensuite le risque chimique. Dans le risque chimique, liquide ou solide. Dans le solide, tranchant, non tranchant. Et dans le liquide, c'est donc CMR à la base, mais si vos protocoles démontrent que vos dilutions sont à moins de 0,1%, là, il suffira de se poser la question de solvant chloré, non chloré ou solution aqueuse. Et puis pour terminer, alors je vais très vite, et pour terminer, vous avez au niveau des acides minéraux ou des acides organiques, la question qu'il faut se poser, parce que selon la dilution, pareil, c'est une solution aqueuse en général, mais vous avez sur certaines concentrations ce qu'on appelle les pH extrêmes. En général, c'est moins de 5 et plus de 10. Là, il faut avoir vraiment le contenant, la filière identifiée, mais de manière simplifiée. Alors, je me permets de l'affirmer parce qu'on n'a qu'une seule manière de traiter les déchets en France. Donc, ce qui s'applique à droite, à Bordeaux, à Dijon, à Lille, à Montpellier, c'est la même chose. Par contre, ce qui doit être votre premier appui, c'est votre prestataire de déchets, celui qui va venir vous les collecter. C'est lui qui doit vous le confirmer. Surtout que si vous n'êtes pas mis d'accord, que vous n'avez pas la même lecture de cette grille INERIS, en général, il va vous dire, si vous hésitez, vous mettez tout au CMR, à 48 € le seau, il aura le marbre autour de sa piscine, le monsieur. Voilà. Je vous ai répondu. Alors moi, c'était plus par rapport au stockage à proprement parler que par rapport à la séparation. Mais bon, dans le stockage, alors voilà, quels sont les déchets que vous produisez? Comment les stocker? Alors, pour faire également l'application de la réglementation AZTEC, des atmosphères explosives, sur une moyenne, parce qu'on a des labos de 10 mètres carrés et puis d'autres, ce que j'appelle des paquebots. Là, ce que j'aime pas, c'est labos de 70 mètres carrés. On part du principe qu'on ne dépasse pas 2 bidons de solvants non chlorés par labo, 2 bidons de 10 litres. Voilà, ça nous permet de les laisser dans des bidons aux normes sous les Sorbonnes. Mais ça reste une estimation, hein. On peut refaire calcul au moteur, labo par labo.
que solvant non chloré. On a d'autres solvants à côté, mais c'est pas la même incidence au niveau des biens. Alors, j'ai envie de donner deux réponses. Déjà, si le produit est tellement vieux que le fournisseur n'existe plus, j'ai plus envie que le produit existe dans mon labo. Deuxième réponse, il nous reste le CAS. Pardon? Ouais, mais posez-vous la question du prix de l'élimination du produit. Vous voyez, le produit, il a coûté cher. Aujourd'hui, peut-être qu'il coûte moins cher. Surtout, est-ce qu'il va être réutilisé? Et en réponse absolue, est-ce que ça coûte aussi cher que le cancer que vous êtes en train de vous créer par le cocktail chimique que l'on crée dans les labos à force de faire des collections de produits? Mais si le produit est vraiment trop vieux, le CAS peut vous aider normalement à le trouver chez un nouveau fournisseur. La classification reste la même maintenant. Donc d'avoir des fiches de sécurité d'autres fournisseurs, mais avec les CAS justes, on est au niveau de la réglementation, c'est un peu audité, Ben, pour moi, on est obligé de prévenir le salarié du danger auquel il est exposé. Avec la réglementation de REACH, il est plus logique presque d'avoir une FDS, puisqu'ils ont tous la même normalement, suite aux commissions, d'avoir la fiche données sécurité actualisée sur le numéro CAS qu'une fiche de données sécurité qui a 15 ans et qui ne renseigne plus le salarié. Voilà. Après, dans les laboratoires, moi je trouve qu'il y a quelque chose de drôlement bien, c'est que maintenant l'informatique est rentrée, on est dans de la recherche 2.0, on a des appareils d'acquisition de données de partout, donc des ordinateurs, et notre ami Google, pour aller sur le site directement de notre fournisseur, c'est aussi très pratique. Enfin, moi, je ne me bats plus pour les classeurs parce que je pars du principe que on est là pour que l'intention première, c'est que les gens soient informés du danger auquel ils sont exposés et on tue moins d'arbres. J'ai répondu à votre question. Merci. Lorsque j'intervenais pour ce qui s'appelait l'Orstom, qui est devenu l'IRD, j'ai donc été appelé, par exemple, en Polynésie, à Tahiti, où c'était l'Ifremer qui avait des stockages énormes. Et leur grand problème, c'était que personne ne voulait venir à l'époque, je parle à l'époque, s'occuper de leurs produits parce qu'ils estimaient que de simplement manipuler les produits pouvait entraîner des accidents. C'était fort juste parce que une fois j'étais donc appelé par donc l'Orstom, là c'était à Dakar, où ils avaient des stockages qui dataient d'une cinquantaine d'années peut-être à la création des labos. Et personne ne voulait venir, personne, nulle part. Aucune entreprise française, internationale ne voulait se déplacer. Et donc, pour les aider, tout au moins pour aider l'ingénieur de sécurité de l'époque, Dominique Rambaud, j'ai accepté, imprudemment, de faire le boulot, et ça a explosé. Et donc, il faut faire très, très attention lorsqu'on manipule des produits très, très anciens, parce que, comme pour les gens, il y a des produits acariâtres, hein, ils vieillissent très mal, et bam, en particulier, je le signale, il y en a un, alors là, c'était à Montpellier, justement, où j'avais été appelé par l'ingénieur du CNRS, et ils stockaient, alors c'était extraordinaire, parce qu'ils avaient un hangar à l'air libre, donc bien ventilé, tout ça, sauf que donc les bas-côtés était donc ajouré et le soleil passait dessus. Et il y avait une bouteille de, je me souviendrai toujours, à l'époque on appelait ça sulfure de carbone, maintenant ça s'appelle disulfure, disulfure de carbone, et il était jaunâtre avec un produit qui flottait. Alors j'ai vu ça, j'ai dit ça, il faut appeler les pompiers. Et l'ingénieur de sécurité, qui en plus était pompier de réserve ou je sais plus quoi, a appelé ses copains qui ont dit « Ah, nous, on touche pas ». Et c'est l'armée qui est venue. Je vous raconte des faits véridiques. C'est l'armée qui est venue. Et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas fiers parce que ces produits, ce disulfure de carbone se polymérise, donne des peroxydes. Vous le remuez un tout petit peu, les cristaux touchent le flacon
C'est fou, hein. Donc il faut faire très très attention lorsqu'on a des produits très anciens. C'était surtout ça, hein. Je pense que là, dans les problèmes de stockage, il faut vraiment avoir ça à l'esprit parce que, et ça arrive effectivement dans les dom-toms ou dans certains pays en voie de développement. En métropole, on a aussi des jolies collections. Ah, j'ai eu des belles surprises à Paris, voilà, non, et chez mes collègues, chez qui j'interviens également, effectivement. Oui, juste une question. Comment vous gérez les intermédiaires de synthèse en termes de stockage avant qu'ils soient réutilisés pour une autre réaction? Est-ce que... Alors, je pense que dans les labos, c'est ce qu'on appelle les préparations, les solutions ou les milieux. Moi, j'appelle ça l'intermédiaire de synthèse parce que je suis chimiste organicienne. Voilà, moi, je ne le suis pas du tout. Ouais. Merci de traduire. C'est juste pour être sûr que j'ai bien compris votre question. C'est-à-dire que c'est des substances qui ont été fabriquées pendant la recherche, mais dont on ne connaît rien du tout, en fait. Hein. Donc, on ne peut pas étiqueter, mais qui vont être utilisées pour une synthèse ultérieure, entre guillemets. Voilà. Alors, pardon. Allez-y. Alors oui, c'est une situation qui va se reproduire effectivement, soit dans les labos de formulation, mais de R&D, de recherche fondamentale aussi. En fait, là, on applique le principe du réétiquetage. C'est-à-dire que même si on ne prend pas le temps de refaire l'évaluation du produit créé, et Dieu sait que ça m'arrive souvent dans les laboratoires d'analyse où on apprend qu'on doit tester des formules d'industriels, de partenaires qu'on n'a pas du tout évalués, ce qu'on peut quand même faire, c'est aller se baser sur la composition des produits qui composent la solution. Et à partir de là, on revient sur ces questions de dosage, de solution. C'est comme ça qu'on fait. Et comme je leur dis toujours, en cas de doute, attention, parce qu'il faut juste quand même préciser quelque chose. Dans ce cas-là, les gens qui, dans les labos, enfin les gens que je croise, avec qui je travaille dans les labos, on n'est pas sur une, sur une formulation qui va être tout de suite distribuée au public. C'est souvent quelque chose qui va être retravaillé, en tout cas au niveau de mon expérience. Donc, ce n'est pas quelque chose où on doit produire la classification du danger, où on doit produire la FDS, mais au niveau de opérationnel en utilisation, là, on va reprendre les pictogrammes les plus dangereux, donc des produits qui ont composé le produit, les substances de base qui ont composé le mélange, et il y a des tableaux qui s'appliquent. Alors, je ne les ai pas en tête, mais on a des tableaux qui s'appliquent par rapport à la dilution de chaque produit. Par exemple, le corrosif, je crois qu'en dessous de 3%, on est sûr que c'est irritant. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je suis vraiment dans le côté opérationnel d'alicoter, de réétiqueter ce que l'on produit. En fait, non, c'est pas tout à fait ça. C'est au départ, on part avec deux substances A et B, et à la fin, on a une substance C qui est complètement différente. En gros, c'est ça. Et cette substance C, elle sera réutilisée pour une autre synthèse ou pour autre chose, mais ce qui veut dire que vous connaissez les dangers de la substance A et ceux de la substance B, mais sûrement pas les dangers de la substance C qui est sortie de la synthèse, en fait. Ah, je confirme, ils vont pas aussi loin dans leur... Voilà, d'accord. Donc ça veut dire que vous... Enfin, à mon époque, donc c'est il y a longtemps, on laissait dans les ballons, on mettait ça au frigo... Et voilà, donc non étiqueté, non rien, enfin juste le nom de la réaction ou du chercheur qui avait fait, et on réutilisait pour la synthèse. Donc savoir, est-ce que ça c'est toujours pareil, ou est-ce que il y a une évolution dans entre guillemets dans la traçabilité des molécules synthétisées? Volontiers, professeur. Alors, au niveau opérationnel, je le redis, ce que je vois dans les labos et ce qu'on recommande dans tous les cas, c'est de faire suivre l'étiquetage, on dit. Oui, j'entends ce que vous me dites, mais majoritairement, je suis en agronomie, ce qui veut dire qu'on est souvent sur des milieux, qu'on est sur des solutions qui sont, on va dire, j'ai envie de dire, assez soft. D'accord, on n'est pas sur des produits hyper concentrés, le propre c'est la dilution. Mais le principe, quand ils ne savent pas eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas toujours cette compétence, je rappelle qu'on peut être un super chimiste, un super chercheur, faire plein de brevets de publications, mais on n'y connaît pas forcément en risque chimique. Donc le principe de précaution, c'est qu'ils vont reprendre les pictogrammes les plus dangereux des produits de base. Voilà. Donc, sauf si on a une méga dilution. Voilà. Par contre, nom du propriétaire. C'est obligatoire, nom du propriétaire. Sinon, ça part à l'élimination CMR. Et là, ça leur coûte cher et ils y réfléchissent à deux fois. Après, peut-être que le professeur Picot a un complément plus technique. Non, c'est pas plus technique, mais bon, en tant que chimiste organicien, j'ai eu à vivre ça. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est que sur ces intermédiaires, on ne sait jamais la réactivité de ces intermédiaires. Et il faut, si possible, immédiatement les utiliser. Parce que j'ai vu, par exemple, au CNRS, à GIF, où j'étais, 2 accidents très graves qui ont été liés à ça.
les personnes faisaient une synthèse et stockaient dans un frigo le produit. C'est un produit qui était instable à la chaleur, mais aux basses températures. Et tout a explosé 2 fois. 2 fois, les frigos complètement, ils ont traversé 3 labos. Heureusement, ça se passe heureusement en général la nuit. Et donc, il faut être extrêmement prudent avec ces intermédiaires de synthèse. Alors bon, quand c'est des intermédiaires qu'on sait stables, et là, je vous rejoins complètement que beaucoup de chimistes, malheureusement, n'ont pas une culture de la sécurité, ça c'est évident. Surtout les anciens. Maintenant, je pense quand même que les nouvelles générations, mais les anciens, c'était parce que c'était dans leur culture. Une fois, j'avais été appelé à faire une conf à l'école normale. Et il y a un très très grand chimiste, bon, qui a disparu maintenant, qui était vraiment un très grand professeur. Et il m'avait donc appelé. Et bon, à l'époque, je faisais une campagne contre le benzène et l'hexane. Et donc, lorsque j'ai terminé, il me dit, il dit, mon brave Picot, il était très âgé. Il dit, mon brave Picot. Moi, mon patron à la Sorbonne, eh bien, tous les soirs, j'avais une paillasse en plomb. À l'époque, ils avaient des paillasses en plomb. Il dit, j'avais une paillasse en plomb et il me le faisait nettoyer au benzène. Et il me dit, mais regardez, je suis encore en vie. C'était la culture. Et la question de la latence du produit aussi, de la latence du produit. Voilà. Je vais rendre le micro pour respecter le timing. Je suis là toute la journée. Alors, si vous avez d'autres questions dans la journée, n'hésitez pas à venir me voir. Ce sera volontiers que je partagerai avec vous.